Bon, alors on est là ce matin pour parler de démat du dossier RH avec Pascal Charrier, qui est directeur général d'Efalia. Alors vous savez, le dossier, la démat du dossier RH a le vent en poupe, hein, surtout depuis l'an dernier, et le fait que le bulletin de salaire électronique soit devenu la norme et le papier l'exception. Mais bon, le bulletin, il n'y a pas que le bulletin de salaire. Hein, le bulletin de salaire, c'est juste la porte d'entrée pour une dématérialisation plus globale du dossier RH. Et cela va du contrat de travail et ses avenants aux attestations, aux entretiens annuels, etc. etc. Et donc, bah voilà, on est là pour en parler avec Pascal. Alors Pascal, vous pouvez peut-être d'abord nous présenter Efalia, le groupe, et nous dire ensuite, nous parler des différentes étapes qu'on peut mettre en place pour y arriver à cette dématérialisation totale. Avec plaisir, pas de problème, c'est l'enjeu. Bien, bonjour à tous. Alors, désolé pour ceux qui étaient déjà là hier, mais je vais représenter le groupe Efalia. Mais je vous rassure, ça va durer 5 minutes. L'objet aujourd'hui, c'est se concentrer sur le sujet dématérialisation du dossier RH. Et l'approche que j'ai souhaité mettre en œuvre, parce que le sujet est quand même vaste, c'est plutôt de vous donner des exemples très pragmatiques et très précis de ce qu'on pouvait faire avec des clients sur des sujets qui ont pour objectif de couvrir, je dirais, un peu l'ensemble de tout ce qui peut être fait, en tout cas à notre niveau. Voilà, ça vous donnera des idées. Et puis ensuite, si vous voulez creuser plus en détail chacune de ces idées, ou l'une d'entre elles, je vous inviterai à venir nous voir sur le stand, par exemple. Alors, le groupe Efalia, hein, c'est une soixantaine de personnes, 2000 clients, 100 000 utilisateurs. Hein, on a des gens qui utilisent notre solution tous les jours. C'est 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et la société a 35 ans. À 35 ans, elle ne faisait pas de logiciel, mais on était déjà dans le monde de l'archivage des données, puisqu'on archivait des données, par exemple, pour des caisses de retraite sur des microfiches. Voilà. Je vous parle d'un temps que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Donc voilà, ça c'est l'historique un petit peu de l'entreprise. Et puis notre expertise s'est évidemment développée au cours des années. On a également opéré quelques croissances externes ces derniers temps. Et donc aujourd'hui, je dirais le périmètre fonctionnel que l'on couvre, c'est la création du document. Donc ça, dans le monde du dossier RH, on est partenaire avec des SIRH, j'en parlerai un petit peu plus tard. Créer les fiches de paye. Donc c'est un des éléments importants de notre pôle d'expertise éditique, la création des fiches de paye. On a également une expertise dans le monde de la dématérialisation des processus, en bon français Business Process Management ou BPM. Et donc là, c'est finalement déjà prendre conscience que dans l'entreprise, il y a des processus, les formaliser et ensuite avoir des outils qui permettent de les mettre en œuvre de façon simplifiée et automatisée. Et puis enfin, la GED, qui est notre métier historique, je termine par cela, mais c'est effectivement de là que l'on vient, donc la gestion électronique du document, avec une spécificité, on va dire, d'Efalia sur le fait qu'on gère du document à l'intérieur de dossiers d'utilisateurs, de dossiers de salariés, de dossiers d'usagers. C'est un petit peu ce qui caractérise notre GED. Voilà. En quelques mots, nos activités sont éditeurs de logiciels, avant tout. Merci. On crée des logiciels, donc on est éditeur, fabricant de logiciels. On est également intégrateur de ces solutions. C'est nous qui les installons ou qui les monitorons quand elles sont utilisées en mode SaaS, donc à travers Internet. On est distributeur et intégrateur parce qu'on n'a pas la prétention de tout savoir faire. Donc il y a un certain nombre de sujets pour lesquels on s'appuie sur des solutions tierces. Je pense notamment à la signature électronique, qui est évidemment un élément important, par exemple, dans leur processus de création de contrat. Je l'évoquerai rapidement tout à l'heure. Donc on est distributeur et expert de ces solutions qui sont développées par des tiers. Et puis enfin, on a un pan de notre activité. À nouveau, on est une société de 35 ans, donc on a eu plusieurs vies. Et on a une activité de vente de matériel de scanner. Alors on ne vend pas d'appareils de multifonction, on se focalise sur le scanner professionnel, autrement dit des
des appareils qui vont permettre de numériser, je dirais, des volumes de documents relativement importants. Voilà. Alors, le dossier RH, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est effectivement un vaste sujet. Je vous ai dit, je vais essayer de l'aborder de façon un peu par petite pointe, on va dire. Je vais commencer par essayer d'expliquer un petit peu ce qui distingue la GED, c'est vraiment notre métier, d'un SIRH. Ce sont vraiment des domaines très complémentaires. Et je pense que dans l'ordre chronologique, les sociétés sont d'abord équipées du SIRH, ce qui fait sens, et sont en train de s'occuper de la partie GED. Ensuite, je parlerai un petit peu de la dématérialisation des documents. Je vous donnerai un exemple très précis, un cas concret de quelque chose qu'on a fait qui peut être intéressant, j'espère. Et enfin, je parlerai de la dématérialisation des processus. Dans le domaine RH, il y en a un certain nombre, j'en évoquerai quelques-uns avec vous, et à nouveau autour d'exemples assez concrets. Alors aujourd'hui, c'est compliqué de faire une conférence de CRH sans parler RGPD, donc je dirai 3 mots, je ne suis pas un expert. Simplement, j'essaierai de vous expliquer, parce que ça me semblait intéressant de partager ça avec vous, comment est-ce qu'on a abordé le problème et comment est-ce que, si on peut considérer que c'est un problème, en tout cas cette nouveauté dans l'environnement législatif et comment est-ce qu'on a traité le sujet, notamment avec nos clients, comment on a pu les accompagner. Alors, dématérialisation versus SIRH. Donc, j'ai employé des images ensuite qui seront, j'espère, parlantes, mais globalement, on a une solution métier qui est prise en compte par le département des ressources humaines dans l'entreprise, qui est un outil aujourd'hui, en tout cas à partir d'une certaine taille d'entreprise, qui est relativement indispensable, et qui va générer en général soit du document, soit des flux d'informations, et qui évidemment permet d'améliorer la productivité et de traiter des problématiques diverses et variées. Et à côté du SIRH, nous sommes une GED, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre véritablement de traiter le dossier lui-même. L'image que j'ai employée, si vous voulez, j'espère qu'il fera écho aux gens des ressources humaines que vous êtes, c'est que le SIRH, c'est la machine, en gros, qui permet de produire et de faire fonctionner votre service RH. Et la GED, finalement, c'est l'entrepôt de stockage qui permet de stocker ce que vous allez produire, de stocker ce qui va arriver de l'extérieur, des éléments d'un dossier salarié, par exemple. Sachant que ce qui est important d'imaginer dans ce métier de stockage, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette image ici, c'est que quand on installe une GED, aujourd'hui d'abord, quand on vend une GED à nos clients, dans 90% des cas, aujourd'hui, on installe cette GED. Autrement dit, on ne vient pas remplacer une GED existante, on vient équiper un client qui avait, alors pas forcément que des dossiers papier, il avait peut-être commencé déjà à numériser les documents et à les archiver dans des systèmes divers et variés, mais qui ne sont pas à proprement parler une GED. Par exemple, un système de fichiers Windows, ça peut faire l'affaire dans quelques cas. Donc on vient équiper des gens, et au-delà de la solution technologique qu'on apporte, il y a quand même ranger des choses finalement, même si dans le quotidien ça semble être une évidence, à partir d'un certain volume, ça demande une certaine expertise. Voilà. Donc ranger les choses pour être en capacité de les retrouver, faire ce qu'on appelle communément un plan de classement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et qui demande un petit peu d'expertise. Donc comprenez bien qu'au-delà de l'aspect outil, il y a un aspect métier qui est évidemment extrêmement important. Sachant qu'en moyenne, quand vous avez un salarié dans une entreprise, le nombre de documents que vous avez stockés pour ce salarié, il varie entre 100 et 300. D'accord ? Donc c'est à partir du moment où vous commencez à multiplier les salariés, on travaille avec des groupes qui ont plusieurs dizaines de milliers de salariés, le volume devient un problème.
je dirais, il y a deux problèmes qu'on adresse avec la GED principalement sur cette problématique de rangement uniquement. C'est une problématique liée à l'organisation et le rangement, bien sûr, et au fait que quand vous avez un département RH dans une entreprise, déjà de plusieurs centaines de salariés, sans parler de milliers, vous avez forcément plusieurs personnes dans le département RH et donc vous avez une problématique collaborative. Hein, les informations doivent être partagées par différents collaborateurs qui sont dans le département RH. Donc voilà, donc ces deux problématiques-là, ranger les dossiers pour être capable de les retrouver, et puis que tout le monde les range de la même manière, parce que finalement, on est quand même nombreux à travailler sur le sujet. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, la complémentarité qui existe. On a la chance extraordinaire d'avoir le salon Documation qui se produit cette année en même temps que le salon Solutions RH. Et on a de nombreux partenaires qui sont à l'autre bout de ce hall et qui travaillent avec nous et qui, eux, s'occupent de la partie SI. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Je voulais vous donner un petit exemple de ce qu'on fait et de la nature un petit peu des documents pour que ça vous parle. De la nature des documents qu'on peut être amené à stocker, entre guillemets, dans cette problématique stockage. C'est dans des CDG. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un CDG. C'est un centre de gestion. C'est finalement une organisation publique qui gère les agents territoriaux dans les collectivités d'un département. Donc, il y en a un par département. Il y a 101 CDG aujourd'hui. Un peu plus parce qu'à Paris, il y en a deux. Petite couronne, grande couronne. Mais par exemple, le CDG de la petite couronne de Paris, c'est 150 000 fonctionnaires qui sont gérés par ce département RH. Donc, si vous voulez, par rapport à des sociétés privées, c'est des départements RH d'une certaine taille. Alors, tous n'ont pas 150 000 fonctionnaires, mais c'est plusieurs milliers assurément à chaque fois. Et donc, on est très présent dans ces CDG. Et pour eux, on gère des sujets aussi variés que la carrière d'un agent, les problématiques disciplinaires, la retraite, on gère la gestion des congés. Je vous disais tout à l'heure, entre 100 et 300 documents par salarié, je ne sais pas si c'est des chiffres que vous aviez en tête, mais en fait ça va très vite. Hein. Toute la partie droit syndical, le dossier médical, donc évidemment on a des contraintes de sécurité et de confidentialité des données qui sont extrêmement fortes. Hein. On va héberger des données hautement confidentielles. Mais on couvre vraiment un panel extrêmement vaste de sujets autour du salarié dans ces centres de gestion. Voilà, donc ça c'est, je dirais, vraiment pour vous donner une idée de ce qu'est notre métier de gestionnaire de contenu de l'information autour des salariés de l'entreprise. J'espère que l'image de l'entrepôt n'est pas trop archaïque, ne fait pas penser à quelque chose de vieillissant. C'est vraiment hautement technologique. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, à nouveau, les deux points essentiels ici, c'est organiser cette donnée, être capable de la retrouver et être capable de la partager. Et éventuellement, d'ailleurs, de la partager avec le salarié lui-même, bien évidemment. Le deuxième volet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la dématérialisation, je dirais, d'un document vivant, en tout cas qui a vocation à vivre donc un petit peu en amont de son archivage. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer un document avec des solutions comme les nôtres. Et il y avait un aspect dans l'exemple que je vais vous donner qui était un aspect de sécurisation de la création. Et je voulais partager cette expérience avec vous parce qu'elle me semblait intéressante. Donc en l'occurrence, on va parler de contrat de travail. Et l'objectif dans le processus de génération d'un contrat de travail, ici, dans cet exemple que je vais vous donner, c'était de créer le document, bien sûr, de sécuriser sa conception. Vous comprendrez pourquoi c'était un sujet important. Pour garantir l'égalité du document, bien évidemment, et parce que, en l'occurrence, la société avec laquelle on a travaillé est une société qui a des antennes absolument partout en France, garantir aussi l'homogénéité dans la façon dont on crée le document. Ce qui n'est absolument pas aussi simple que ça pourrait sembler. Donc l'exemple que j'ai choisi ici concerne une institution que vous connaissez tous, qui s'appelle la Croix-Rouge.
Et globalement, leur problématique à la Croix-Rouge, c'est que ils créent à peu près 10 000 contrats de travail par an, d'accord, de nouveaux contrats de travail, avec un ratio 80% de CDD et 20% de CDI. Et ces contrats de travail peuvent être des contrats de très courte durée, hein, ça peut être des contrats sur quelques jours, il peut y avoir des agents qui ont des salariés qui ont des contrats, plusieurs contrats en parallèle, enfin, c'est relativement complexe. Et ces 10 000 contrats de travail, ils sont créés environ par 800 personnes différentes. Il y a 800 personnes qui sont à même. Alors quand je dis à même, ça veut dire qu'elles ont la possibilité de le faire. Elles n'ont pas toujours forcé. Ce n'est pas toutes des experts du droit du travail. Hein. Et ça posait des problèmes majeurs à la Croix-Rouge parce que globalement, ils avaient tous les ans, ils se retrouvaient avec un certain nombre de prud'hommes sur le dos, simplement parce que le contrat de travail a été mal rédigé, qu'il y avait des annotations dans le contrat ou des petites, je dirais, des petites spécialisations par agent créateur de contrat qui venait mettre sa touche personnelle dans le contrat de travail. Et que ça pouvait poser des problèmes importants, on va dire, en tout cas suffisamment importants pour qu'ils se posent sérieusement la question de voir comment homogénéiser ça, fluidifier le sujet et surtout sécuriser la rédaction. Donc on a travaillé avec le service juridique finalement la solution qui a été retenue, c'est de dire il faut que le service juridique, parce que les contrats sont de nature quand même assez variée, hein, il y a plein de contrats différents, donc on ne pouvait pas juste se contenter de dire voilà, ça c'est le contrat de travail et vous ne pouvez pas déroger à ça, il fallait quelque chose d'un peu plus souple. Donc le service juridique s'est attelé à rédiger un certain nombre d'articles du contrat, qui finalement constituent une bibliothèque d'articles qui sont eux pris indépendamment les uns des autres, cohérents et je dirais valides, et qui ne mettent pas à risque l'organisation. Et puis, on a travaillé ensuite sur un processus de création du contrat à partir de ces articles, qui va se faire de façon la plus automatisée possible pour les 800 agents qui sont amenés à créer ces contrats. Autrement dit, l'agent va rentrer dans un processus à travers des formulaires web très, très simples dans lequel il va déclarer un certain nombre d'informations sur la personne qu'il souhaite embaucher, sur la nature du contrat, est-ce que c'est un CDD, est-ce que c'est un CDI, sur la durée, enfin voilà, tout un tas de paramètres. Évidemment, c'est facilité par le fait qu'à chaque fois qu'il s'engage dans une voie, la suite des choix qui lui sont proposés est évidemment dépendante de ce qu'il aura choisi avant. Et comme ça, la personne finalement ne rédige plus le contrat, simplement elle coche un certain nombre de cases ou elle remplit un certain nombre d'informations qui permettent à notre solution de composer le contrat lui-même. Une fois que ce document est composé, le processus de validation se poursuit par l'envoi du document à un service juridique qui va lui s'assurer de la cohérence des articles, de la cohérence de l'ensemble. Mais c'est rendu évidemment beaucoup plus simple par le fait que les articles eux-mêmes sont déjà rédigés par le service en question. Alors je vous coupe simplement pour une question. Le service juridique, quand il reçoit l'article, il est obligé de quoi, chaque personne le relit, ou il y a un système d'alerte qui dans le document permet de détecter je sais pas, des anomalies, des incohérences, un manque? Alors en fait, vous avez le processus de création du document a été pensé justement pour que les articles ne puissent pas rentrer en contradiction les uns des autres. Donc a priori, il ne peut pas y avoir de problématique. Et en fait, le processus de validation, il va englober deux étapes, pour être précis. Il va englober d'abord une personne qui va être à même de valider le fait que l'embauche, sans parler de l'aspect juridique du contrat. Donc on a inclus évidemment ce processus de validation dans la solution. Et ensuite, ça repasse par le service juridique qui va, je dirais, estampiller le contrat de manière définitive. Mais effectivement, cette étape-là, aujourd'hui, elle est simplement, je dirais, c'est une étape qui rassure le service juridique, mais qui avait déjà lieu avant, en fait. Mais ils avaient tellement de contrats à lire que de toute façon, ils étaient incapables de vérifier de manière absolument certaine que l'ensemble était cohérent. Aujourd'hui, comme c'est eux qui ont rédigé chacun des articles et que les contrats qui arrivent finalement sont toujours à peu près construits de la même manière,
évidemment, ça va beaucoup plus vite et c'est surtout beaucoup plus fiable. Et puis ensuite, évidemment, on ne s'arrête pas là parce que une fois que le contrat est constitué, validé par l'organisation, ça aurait été dommage de s'arrêter là. Donc ce qu'il faut ensuite, c'est que le contrat il soit signé par les deux parties. Et donc là, c'est la prochaine étape, c'est de dire ce contrat, une fois qu'il a été produit, on va pouvoir l'envoyer de manière dématérialisée à la personne qui va être embauchée. On a un système de signature électronique qui se met en place avec un système de code PIN sur téléphone. La personne peut signer son contrat de travail. La Croix-Rouge en fait de même. Et les deux parties reçoivent le contrat signé à l'issue du processus. Le contrat de travail en question est ensuite mis pour archive dans un coffre-fort électronique. Voilà. Donc on prend l'ensemble du processus depuis la rédaction du contrat jusqu'à sa signature et son archivage pour l'entreprise, en tout cas dans le coffre-fort. Voilà, donc ça c'est, je dirais, un aspect plus vivant de ce que l'on fait avec les documents côté dossier RH. Je voulais également évoquer avec vous un autre sujet qui est la dématérialisation de processus, qui sont alors pas toujours supportés par des documents, mais qui sont quand même des processus importants dans le domaine RH. Donc j'en évoque quelques-uns ici. J'espère que ça fera écho peut-être à des problématiques que vous avez ou en tout cas à des choses que vous vivez. Mais c'est évidemment dans la problématique RH quelque chose qu'on fait très régulièrement. Processus de recrutement, donc c'est un des processus que l'on peut mettre en place. C'est processus de création de contrat, on vient d'en parler, et puis un processus d'onboarding. C'est sur celui-là que je vais m'attarder un petit peu. C'est le nouveau salarié arrive. Est-ce qu'on s'assure, une fois qu'on a signé son contrat par exemple, si ça s'est fait un peu en amont, on s'assure que le jour où il arrive, il a tout ce qu'il faut pour travailler. D'accord ? Donc, si c'est un commercial, il peut avoir besoin d'un téléphone, un ordinateur portable, ça peut être des solutions logicielles qui sont utilisées dans l'entreprise, ça peut être un bureau, assez basiquement, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui permettent qu'on ne perde pas 2, 3, 4, 5 jours parfois à avoir un salarié qui est un peu inactif dans l'entreprise parce que tout n'a pas été prévu avant son arrivée. Et on a été assez surpris de voir que même dans des organisations déjà relativement structurées, on va dire, c'est une problématique qui est quand même récurrente. Et en fait, plus l'organisation est structurée, plus on doit faire appel à des services différents dans l'entreprise pour accueillir le collaborateur, parce que y a un département qui va s'occuper du matériel, il y a un département qui va s'occuper de la téléphonie, il y a un département qui va s'occuper des choses basiques, mais la mutuelle, enfin voilà, des choses élémentaires qui ne peuvent être faites que quand le salarié est déjà dans l'entreprise. Tout ça mérite assurément d'être processé et d'être, autant que faire se peut, automatisé. Donc voilà, je m'attarde sur cet exemple. Alors j'ai mis une petite copie d'écran en l'occurrence, mais surtout je voulais évoquer les entreprises dans lesquelles on a mis ça en place. Et c'est récent, hein, ça date, c'est des Culligan Water, ce sont les gens qui font les appareils qui assainissent l'eau, en tout cas qui enlèvent le calcaire, ce genre de choses. Donc c'est une multinationale, hein, c'est un très grand groupe. Voilà, chez eux, on a complètement dématérialisé le processus d'arrivée d'un nouveau collaborateur de A à Z. Donc, je dirais, c'est un enchaînement logique pratiquement avec la création du contrat. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat a été créé, on a déjà un certain nombre d'informations sur le collaborateur. On connaît son poste, on connaît sa mission, on connaît un certain nombre d'informations sur lui. On peut lui créer donc un email. On peut dire à quel groupe d'emails il va appartenir dans l'entreprise. On peut décrire le matériel dont il va avoir besoin, les solutions pour lesquelles il va falloir lui ouvrir un compte. Alors, en l'occurrence, là, des gens qui sont mobiles aussi dans le monde. Donc, on a des processus spécifiques
pour des gens qui vont partir en mission plusieurs mois à l'étranger. C'est le cas dans le groupe Saipem, qui est un groupe pétrolier italien. Vous connaissez peut-être plus la marque Eni, mais voilà, on gère le processus d'onboarding simple, on va dire, et puis après, quand vous avez mis le pied, au moins dans des entreprises de ces tailles-là, mais je pense que c'est vrai aussi dans des entreprises de taille plus modeste, quand vous avez mis le pied dans la notion de processus, vous apercevez que vous allez pouvoir traiter l'onboarding simple, et puis ensuite, voilà, l'expatriation d'un salarié, vous allez pouvoir traiter tout un tas de sujets périphériques. Et finalement, vous allez améliorer sensiblement l'efficacité de votre service RH parce que l'ensemble des sujets aura été visualisés, vus, identifiés. Et donc, le processus a cette vertu de sécuriser grandement vos intégrations de salariés, en l'occurrence, et de vous assurer que rien n'a été oublié et que les choses se sont faites de manière extrêmement automatique. Voilà. Donc, typiquement, dans cet exemple, on a pris des services, l'informatique, la téléphonie, les services généraux. Et puis, vous avez des collaborateurs, vous avez le manager du collaborateur et vous savez à chaque étape où on en est du processus, ce qui a été fait, si les choses manquent. On a exactement le même genre de processus sur la formation du salarié quand il arrive dans l'entreprise, parce que là, on est sur des choses très pratiques. Hein. Est-ce qu'il a un PC? Est-ce qu'il a un bureau? Est-ce qu'il a une chaise? Mais évidemment, quand vous avez commencé à réfléchir à l'onboarding du salarié sur ces aspects pratiques, l'étape d'après, c'est de vous dire, ok, alors il a tout pour travailler, mais comment est-ce qu'il fait pour être efficace? Il faut qu'on le forme, il faut qu'il rencontre son manager, il faut que, typiquement, je sais pas, il ait un processus d'intégration qui soit validé avec des rendez-vous réguliers avec son manager pour s'assurer qu'au bout de 30 jours, on fait un premier point, qu'au bout de 60 jours, on fait un second point. Tous les managers ou middle management des entreprises n'ont pas forcément toujours, je dirais, conscient du fait qu'un nouveau collaborateur doit être un peu chouchouté quand il arrive si on veut qu'il soit efficace et productif rapidement. Et là, le département RH a vraiment un rôle à jouer en disant, voilà, vous avez un nouveau collaborateur, vous devez lui faire un point au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 90 jours. Et vous devez faire un retour. Le département RH doit être informé de ce retour parce que, évidemment, on est partie prenante dans cette intégration et il faut qu'on ait les moyens de vérifier que ça se passe bien. Voilà, donc au-delà des aspects, je dirais, purement matériels, vous pouvez ensuite élargir sur l'aspect incorporation et formation du salarié dans la durée. Tout ça, c'est pour vous montrer, si vous voulez, que avec des solutions, là on est vraiment un peu dans de l'outillage, hein, mais avec des solutions de ce type, à partir du moment où vous avez commencé à mettre en place des processus, il y a un cercle vertueux qui se met en place, parce que vous commencez par couvrir, je dirais, les choses les plus évidentes. Est-ce qu'il a un bureau et une chaise pour s'asseoir? Et vous allez jusqu'à des choses qui vont être là, pas forcément aussi évidente pour tout le monde. En tout cas, c'est est-ce qu'il a reçu la bonne formation? Est-ce qu'on s'assure régulièrement qu'il a toute la compétence et toute la connaissance nécessaire pour pouvoir faire son travail? Et ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement et sur un mode de fonctionnement qui est très similaire en utilisant les mêmes outils finalement. Voilà, donc ça, c'est la dématérialisation des processus. Je terminerai en quelques mots pour vous laisser le temps éventuellement de me poser des questions si vous le souhaitez. Hein. J'avais prévu une petite dizaine de minutes pour les questions. Je terminerai par l'aspect RGPD. Bon, à nouveau, c'est un peu un exercice contraint. Hein. On en entend parler tous les jours, donc je ne voyais pas trop comment ne pas en parler. Simplement, ce que je voulais vous dire par rapport à cette contrainte RGPD, en tant qu'éditeur de logiciels et éditeur de logiciels dans le monde de la GED, on est nativement, entre guillemets, préparé à des contraintes de ce type-là, puisque par nature, nos solutions, elles traitent des données confidentielles, je l'ai déjà dit, donc la gestion des droits des utilisateurs est quelque chose d'extrêmement important, qui a été pensé dès le début, qui est extrêmement fin. Hein, on gère les droits de manière très fine, ça descend au niveau du document. Et des gens ont droit de voir, de modifier, d'archiver des documents, de détruire des documents dans certains cas. Donc voilà, tout ça est évidemment déjà
déjà bien prêt pour pouvoir gérer les données personnelles de manière fine, on va dire. Mais la RGPD, au-delà des outils, c'est surtout, je dirais, être capable de démontrer qu'on fait ce qu'il faut pour gérer ces données de manière, ces données personnelles de manière efficace et rationnelle. Et là, l'outil ne suffit pas, hein, il faut surtout mettre en place des processus. Et à nouveau, nous, en tant qu'éditeurs, on n'est pas véritablement... on n'opère pas de traitement sur les données de nos clients. On met à disposition une solution qui opère les traitements. Donc on est rarement considéré comme un sous-traitant qui va faire du traitement sur les données personnelles de nos clients, à l'exception de quelques cas qu'on a dû quand même traiter en interne, qui sont les cas où on va prendre la main à distance sur l'ordinateur d'un de nos clients pour l'aider dans une démarche. Il va avoir un souci, il ne se souvient plus comment on fait telle ou telle opération. Et là, évidemment, on a des gens au support qui sont là pour l'aider. Et dans ce type de contexte, on peut être amené à distance à prendre la main sur des données du client. Voilà. Bon, c'est un cas qui a été identifié et qui est extrêmement, je dirais, cerné, on va dire. Donc ce cas-là a été traité. Donc ici, la démarche qu'on a eue nous, on a anticipé ça, je dirais, l'année dernière. Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous dans les grands groupes, hein. Il y a des gens qui travaillent depuis 2 ans à RGPD, puisque le décret est sorti, je crois, en 2016. Théoriquement, on a eu le temps de se préparer. Nous, on s'y est mis, on espère pas trop tardivement, mais l'année dernière, et on a fait les choses en 3 temps. On a dit, bah voilà, il faut qu'on se mette nous en conformité d'abord en interne, parce qu'on est quand même une société qui gère des données personnelles, celles de nos clients. Donc à ce titre, on doit être au moins conforme et je dirais montrer l'exemple. Ensuite, en tant qu'éditeur de logiciels et dans le monde du numérique, on a un devoir de conseil qui est clairement, je dirais, décrit par la loi et qui nous met dans une situation où on doit absolument prévenir nos clients, les informer, leur donner le maximum d'informations. Dans un deuxième temps, après avoir travaillé avec des avocats sur la mise en conformité de nos propres processus, on a rédigé, je dirais, un petit livre blanc à destination de nos clients sur ce qu'ils devaient mettre en œuvre dans leur... Comme on connaît bien leur métier et leur processus, forcément, puisqu'on en gère au moins une partie. On était quand même assez bien placé pour les accompagner sur je dirais, la cohérence de ces processus avec le règlement. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et puis la troisième étape, c'était une étape, je dirais, à nouveau plutôt de notre côté sur l'aspect contractuel, donc moins rigolote, mais sur l'aspect... quand on s'est mis en conformité, on s'est mis en conformité pour nous. Après, il y a un aspect rédaction de nos contrats vis-à-vis de nos clients. Il y a des clauses à ajouter dans nos contrats pour s'assurer que c'est conforme à la RGPD. Voilà. Cet aspect-là était assez simple à mettre en œuvre, mais moins riche en tout cas. Voilà, donc là, je voulais simplement vous résumer de façon ultra synthétique les 4 points qui sont sortis de ce petit livre blanc qu'on avait sorti pour nos clients, qui consistait à dire, je dirais, pour montrer que vous avez mis tout en œuvre pour être conforme à la réglementation, il faut faire un audit de la situation, identifier les traitements de données personnelles qui ont lieu dans votre entreprise. Et là, à nouveau, on a pu aider. Faire un audit des contrats, identifier les contrats importants et quelques cas particuliers. Faire de la documentation, hein, la RGPD à nouveau, c'est peu d'outils, beaucoup de processus. Donc, je vous le disais, à notre niveau, les contrats. Le RAT, pardon pour l'acronyme, c'est le registre des activités de traitement. Donc, c'est en gros un registre dans lequel on décrit tous les traitements qu'on fait sur les données personnelles. Donc là, c'est beaucoup de documentation, hein. La mention d'informations, des PIA, des traitements, etc. Donc là, voilà, il y a un volume documentaire qui peut être relativement important. Je fais une petite parenthèse, mais là, il se trouve que dans notre outil de gestion de processus, il a une vertu importante, c'est que quand vous avez décrit le processus, il génère automatiquement une documentation autour de ce processus. Donc ça, dans le cadre de la RGPD, et à nouveau,
je le mentionne, mais on n'a pas du tout vocation à... Enfin, on n'est pas avocat et on n'accompagne pas spécialement nos clients de bout en bout dans cette problématique RGPD. Mais il se trouve que ça nous a aidés parce qu'effectivement, comme on génère de la documentation automatique, ça remplit bien le rôle, en l'occurrence, dans ce contexte-là. Voilà, après, il faut nommer un responsable des données et puis informer les gens en interne. C'était vraiment un petit panégyrique et une petite synthèse de ce qui a été fait, mais j'imagine que là-dessus, vous avez déjà bien avancé, puisqu'on est déjà le 22 mars. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près le sujet que je voulais couvrir. On a vraiment vocation à accompagner nos clients. Ce que je voulais vous démontrer, c'est on accompagne nos clients sur l'ensemble des problématiques RH. À partir du moment où on est en dehors du SIRH, je le reprécise, mais on ne fait pas de paye, on ne fait pas ce genre de choses. Mais en revanche, après, toute la notion de dossier salarié, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on intervient de bout en bout. Alors justement, avant de vous laisser la parole, j'avais une petite question. La solution que vous nous avez présentée tout à l'heure pour faire les contrats et pour les diffuser, est-ce qu'il y a un lien avec l'autre qui permet de gérer l'onboarding des... En fait, c'est la même. C'est la même. Ouais, c'est la même solution de BPM. La différence, c'est que ici, vous voyez les différentes solutions qu'on a. C'est le nom des solutions. Donc, APIC, c'est de l'editing, c'est la production de documents. Et Worky, à l'opposé, ce sont les processus. En fait, on a mixé les deux solutions pour pouvoir que la génération de contrats se fasse avec des outils professionnels. Donc le contrat, il est joli, il est bien ficelé, voilà. Mais tout le processus que j'ai décrit, il est généré par Worky. Et tous les processus d'onboarding que j'ai décrits ensuite sont gérés dans Worky. D'accord. Et évidemment, notre vision, c'est que les croissances externes qu'on opère aujourd'hui, elles se font dans une espèce de cohérence par rapport aux besoins de nos clients. Donc évidemment, les contrats derrière, ils vont se déverser dans les GED qui sont au centre ici, à savoir Multigest et FileDirector, qui sont deux solutions de GED. Bon, voilà, il y a deux solutions simplement parce qu'il y en a une qui est plutôt orientée vers le dossier RH, qui est Multigest, et FileDirector qui est plutôt orienté vers, je dirais, des problématiques industrielles ou des problématiques bancaires. Donc là, on a des comptes qui sont un peu différents. Mais évidemment, l'idée, c'est d'être capable de traiter à nouveau tout un processus de bout en bout jusqu'au déversement dans une GED des documents. D'accord. Alors passons aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous tends le micro. Vous en avez une. Bonjour. Bonjour. Je reviens sur la gestion des contrats. Oui. Vous avez parlé de signature électronique, Oui. donc, et de coffre-fort. Est-ce que vous êtes en lien avec des outils externes ? Oui. Alors, sur la signature électronique, comme je vous le disais, on ne fait pas tout. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur une solution de signature qui s'appelle Lex Persona, donc qui nous garantit la valeur de la signature des contrats de part et d'autre, à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. En ce qui concerne le coffre-fort électronique, il y a deux problématiques. Il y a le coffre-fort côté salarié. Alors ça, on ne s'en occupe pas du tout. Et là, la plupart du temps, on arrive dans des environnements où l'entreprise a déjà choisi pour ses salariés un coffre-fort. Donc effectivement, nous, on ne fait pas cette partie-là de la solution. Et concernant en revanche l'archivage des documents pour l'entreprise, là oui, on a les solutions qui permettent d'archiver ces documents, mais côté employeur. Voilà. Une autre question ? Bonjour. Quel genre d'analytics on pourrait espérer derrière toutes ces données que nous pouvons collecter ? Alors, merci pour cette excellente question. Alors, on est des outils de production, donc on a vocation. Effectivement, on manipule beaucoup de données. Dans les processus, par nature, on récolte de la donnée parce qu'un processus, c'est des acteurs et de l'information qui circule entre ces acteurs. Donc cette information, évidemment, elle vient enrichir nos systèmes.
Donc c'est poser la question de l'analytics. On l'a traité d'une manière, alors, je ne sais pas si c'est provisoire, mais en tout cas on l'a traité d'une manière rapide parce que le besoin se faisait sentir et qu'à nouveau on n'est pas compétent sur tous les sujets. Donc tous les systèmes que vous voyez là s'appuient sur, la plupart du temps sur des bases de données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des bases de données externes aux bases de données de production. Alors sans rentrer dans les détails techniques, les bases de données externes, l'intérêt c'est qu'elles sont alimentées par des web services, autrement dit les informations qu'on va chercher dans la base de production, elles sont très, on peut les définir de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a défini un premier cercle, mais si demain on a besoin d'élargir le cercle, comme l'interrogation de la base se fait à travers des web services, c'est très facile de venir enrichir la base externalisée. Et ensuite, nos clients, eux, la base d'analytics, elle vient être interrogée par leurs propres outils de BI aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fournissons l'outil de BI. On travaille avec des banques, par exemple. Les banques, beaucoup de banques sont équipées de Business Object. Donc on leur a mis à disposition cette base simplifiée, entre guillemets, qui regroupe les données dont elles ont besoin. Je pense notamment à la complétude d'un dossier. Ça peut être un dossier RH. Là, en l'occurrence, je pense à des dossiers de prêt. Le dossier va être enrichi au fur et à mesure par le client demandeur. Et puis à un moment, on doit s'assurer qu'il est complet. La base de production, bien sûr, a l'information, mais la banque veut l'avoir sur un tableau de bord avec des données synthétisées sur 50 000 clients qui ont une demande de prêt en cours, où on en est en gros de la complétude des dossiers, quel est le délai de traitement de chacun des dossiers. Voilà, toutes ces informations un petit peu synthétiques, elle va les chercher dans cette base annexe qui n'impacte pas la production et qui est interrogeable via un outil de BI de manière extrêmement simple parce que, évidemment, on n'a pas 10 000 tables, mais on a quelques dizaines de tables. Et là, c'est très simple pour quelqu'un qui connaît l'outil Analytics de venir se plugger dessus. On a quelques outils de report. Alors, voilà, ça répond à l'outil vraiment Analytics BI. Donc voilà. Après, évidemment, sur chacune de ces solutions, il y a des tableaux de bord qui permettent à l'utilisateur, pas un service analytics, mais plutôt à un utilisateur final, de suivre tous les événements qui se produisent, que ce soit dans les workflows, que ce soit dans la GED, de suivre où en est un processus, où en est... il arrive le matin, la première chose que font nos utilisateurs, ils ouvrent un tableau de bord, en gros, et ils voient les documents qu'ils ont à traiter, les choses qu'ils ont à faire. Mais ça fait partie de l'outil de production, c'est pas de l'analytics. Voilà. Donc on n'a pas notre propre interface Analytics, on a fait le choix de laisser au client l'outil qu'il a l'habitude d'utiliser, parce que souvent ces outils sont partagés par plusieurs départements, mais en revanche on lui facilite grandement la vie parce qu'en revanche plugger cet outil d'Analytics sur notre solution, c'est extrêmement rapide. Une question ? Oui, je voulais juste savoir comment votre solution gère l'archivage réglementaire de ces documents, contrats, dossiers RH. Alors, archivage réglementaire. Alors, dans les solutions, quand le document arrive, il est signé électroniquement, bien sûr. Donc, on s'assure qu'au moment où il entre, on l'estampille, on l'horodate, on fiche d'une certaine manière son arrivée dans la GED. Et puis ensuite, vous avez, je dirais, deux fonctionnements différents. Si vraiment on est dans la GED, il vit sa vie, il peut être modifié, il peut suivre un certain nombre de versions. Voilà. Et puis après, vous me parlez de l'archivage. Après, effectivement, une fois que ce document, entre guillemets, est en fin de vie, on va l'archiver. Et à ce moment-là, on a des réglementations qui sont la norme 42013, pour laquelle on a évidemment on a une conformité, qui vont nous permettre, et puis la 42026 qui est en cours d'établissement, donc qui n'est pas encore tout à fait clair. Mais aujourd'hui, effectivement, on est capable d'assurer que le document, une fois qu'il arrive dans l'outil d'archivage, véritablement, on va suivre, on peut lui donner une date de fin de vie, je dirais, entre guillemets, à partir de laquelle il va sortir, ou il va être détruit.
on va être conforme à l'ensemble des demandes liées à ces normes qui font que on peut garantir que le document, si on le ressort 1 an, 2 ans, 10 ans après, c'est le même document que celui qui a été installé dans la solution. Donc aujourd'hui, de ce point de vue-là, on est conforme. Ensuite, sur la partie coffre-fort électronique, ce qui est encore un tout petit peu différent, la partie coffre-fort électronique, aujourd'hui, on est conforme à la demande d'un coffre-fort électronique, et on a encore des certifications à passer sur la partie SAE. Alors, je ne sais pas si c'est des sujets que vous connaissez, mais en gros, le coffre-fort électronique garantit que ce qui est dedans, ça fonctionne bien. Et le SAE, c'est le système d'archivage électronique. Le parallèle que l'expert avec lequel on travaille m'avait fait, c'est le coffre-fort, c'est le frigo, et le SAE, c'est la chaîne du froid. Autrement dit, nous, on a le coffre-fort. Aujourd'hui, technologiquement, ça marche. Les documents qui sont dedans, ils sont pérennes, on garantit leur intégrité. En revanche, ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir une certification SAE que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est garantir la chaîne du froid. Autrement dit, s'assurer qu'en amont et éventuellement en aval, quand il est consulté, parce que ça peut arriver, on respecte bien encore la chaîne du froid. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours chez nous pour essayer d'obtenir cette garantie SAE. Mais à nouveau, on est plus sur de la procédure et de la qualité. On n'est pas sur la solution technologique elle-même. Voilà. Sachant que la finalité, je vous dévoile tout, la finalité, c'est ensuite d'avoir une norme qui est 27001, qui est, je dirais, l'aboutissement d'un peu toutes ces étapes. Donc aujourd'hui, un coffre-fort, demain SAE et après-demain 27001. Voilà. Et là, je parle de quelques mois. Alors pour les autres questions, je vous invite à suivre Pascal sur son stand parce qu'on va libérer la place pour la conférence suivante. On a des smoothies et c'est tout droit par là. Vous ne pouvez pas nous louper, on a tous une jolie écharpe comme ça. Merci. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon.